Alors aujourd'hui, thème asiatique, donc semaine asiatique, nous allons vous exposer un thème concernant l'un de nos deux pays favoris, à savoir le Japon ou la Corée du Sud. Et aujourd'hui, nous allons vous exposer 12 faits à savoir sur la culture nippone. Donc Wino, introduis-nous ce que tu vas présenter aujourd'hui. Exactement. Alors, moi, aujourd'hui, je vais parler de la musique japonaise parce qu'il faut savoir qu'au sein de la musique japonaise, il existe différents types de musique. Donc, je vais y revenir. Je vais aussi parler des yokai. Je parlerai aussi des mangas, ainsi que je ne me trompe pas, les différents types d'hôtels qu'il y a au Japon. Voilà. Donc moi, pour ma part, je vais parler de la légende de la déesse Amaterasu, qui est une déesse très importante pour la culture japonaise. Ensuite, je vais parler des Onabugesha. En fait, c'était des femmes samouraïs. Ensuite, je vais parler de la mode japonaise parce que c'est obligé quand on parle de Japon, il faut parler de la mode aussi. Et ensuite, je vais parler du style Gyaro. Je vous expliquerai plus tard ce que ça veut dire. Pour ma part, je vais vous présenter la légende de Princesse Kaguya, qui est un mythe ancien au Japon, voire le mythe le plus ancien du Japon. Ensuite, je vais vous exposer le japonisme, qui est un mouvement artistique et littéraire connu en France, et enfin qui a commencé en France en tout cas. Par la suite, je vais vous présenter l'urizumi, qui est le tatouage traditionnel japonais. Et pour finir, je vais vous parler de la cuisine et la gastronomie japonaise. Voilà. Donc on commence par le conte de Princesse Kaguya. Donc Princesse Kaguya, c'est une princesse qui est descendue du ciel, qui a été retrouvée dans un bambou par Taketori no Okina, pardon, excusez-moi, qui est son père adoptif. Il l'a trouvée dans un bambou et par la suite, il l'a adoptée. Et cette princesse, elle se dit venir de la capitale de la lune, donc elle vient du ciel. Voilà. Au final, son père, il a trouvé une pépite d'or dans son bambou et c'est ce qui a causé sa richesse. Et par la suite, il a préféré cacher l'existence de Kaguya aux autres. Kaguya, ça signifie princesse lumineuse. Et comme elle vient, quand son père l'a retrouvée, elle illuminait et elle a en plus apporté une pépite d'or. C'est pour ça qu'il l'a nommée ainsi. Mais la légende de Kaguya s'est répandue puisqu'elle était divinement belle et elle a attiré de nombreux hommes. C'est pourquoi il y a eu 5 princes qui sont venus la courtiser. Et Kaguya, c'était une princesse assez difficile. Elle ne voulait pas vraiment se marier. Elle avait la tête ailleurs. Donc, elle a donné des défis impossibles à ces 5 princes de façon à les dissuader de l'épouser. Donc, les 3 premiers, ils ont voulu l'amadouer en lui rapportant des contrefaçons des défis qu'elle avait proposés. Elle s'en est aperçue et les a renvoyés. Le 4e a tout simplement abandonné en cours de chemin. Et le 5e, le pauvre malheureux, il est décédé en essayant de trouver l'objet rare que Kaguya a souhaité qu'il lui apporte. Donc voilà. Par la suite, il y a l'empereur de l'époque du Japon qui a souhaité courtiser Kaguya. Et Kaguya, toujours dans la même optique, Elle s'est fait désirer. Voilà, elle s'est fait désirer, elle n'a pas souhaité lui donner sa main, enfin lui accorder sa main. L'empereur du Japon, il a été persistant, et par la suite, je dirais pas qu'ils sont devenus amis intimes, mais ils ont continué à se fréquenter. Mais Kaguya, peu à peu, elle devenait de plus en plus évasive, de plus en plus distante et pensive. Et elle regardait la lune d'un aspect mélancolique et nostalgique. Et si bien que par la suite, des membres de sa famille sont venus la chercher sur Terre pour la ramener dans la lune. Et ses parents étaient dévastés parce qu'ils perdaient leur fille. Il faut savoir que son père n'avait pas de descendants. Donc Kaguya, c'était sa seule fille, sa seule descendante, donc c'était son trésor pour son père. Kaguya n'avait pas le choix de retourner auprès des siens, si bien qu'elle a laissé un élixir d'immortalité à l'empereur du Japon et une lettre en guise d'adieu. Et l'empereur du Japon a pu avoir la lettre, l'a lue, mais n'a pas souhaité goûter à l'élixir d'immortalité parce qu'il s'était dit que vivre immortellement sur Terre sans s'adulciner, pour lui, ça lui était inconcevable. Donc ce qu'il a fait,
c'est qu'il a demandé aux entourages quelle était la plus grande montagne la plus proche du ciel pour pouvoir verser l'élixir de l'immortalité. Et cette montagne, c'est ce qui s'appelle le mont Fuji. Voilà, c'est le mont Fuji actuel. Donc, c'est Fuji, en fait, ça signifie immortalité. C'est pour ça que le nom de cette montagne lui a été donné en guise de mont Fuji. On remarque que Kaguya est vraiment abordé dans plusieurs contes, dans plusieurs films. Il y a même un film à son effigie. Je crois même que ce n'est pas le seul, mais au Japon, il y a un film d'animation qui s'appelle Les Contes de Princesse Kaguya. C'était trop bien. Oui, j'ai regardé, je crois que j'étais assez jeune quand j'ai regardé. Ça fait donc, oui, ça fait. Ce film, il date vraiment. Et voilà, Kaguya est évoqué dans plusieurs mangas, dont Naruto. Naruto qui est notre manga préféré, mais c'est une discussion pour un autre jour. Donc, il est évoqué dans Naruto en guise de Kaguya Otsutsuki. Il est également évoqué dans un des films de Sailor Moon, un des films d'Inuyasha, Queen Millenia aussi, et Princesse Sakura, Princesse Kaguya. Il est évoqué dans plein de mangas. Donc voilà, c'est un conte que je souhaitais aborder parce que c'est le conte le plus ancien du Japon. Il date du Xe siècle. Et les Japonais, sachant que c'est un pays qui est assez ancré dans la tradition, qui aime garder cet aspect parfois mystique et traditionnel dans leurs coutumes, c'était important pour moi de l'aborder aujourd'hui. Voilà. Bah, c'était super, hein? On a appris beaucoup de choses grâce à toi. Et je pense que les autres aussi. Donc moi en fait je vais parler de la déesse Amaterasu. En fait, Amaterasu est la plus haute divinité de la mythologie japonaise. Dans la légende la plus célèbre à son sujet, elle s'enferme en fait dans une grotte parce que son frère Susanoo en fait voilà, c'est un trouble-fêteur en fait. Donc il a fait plein de ravages, genre des tempêtes, tout ça et tout. Donc sa sœur Amaterasu, elle a eu peur et elle s'est cachée dans une grotte en fait. Et donc comme elle, c'est une divinité importante parce que c'est la déesse du soleil, bah en fait, donc le soleil c'est important en fait dans la vie de tout le monde, on va dire. Donc c'était difficile pour les autres en fait de vivre sans la lumière du jour, tout ça et tout. Donc tous les autres dieux, ils réfléchissaient en fait à quelle manière en fait genre comment faire pour la faire sortir du grotte et tout, de la grotte. Donc attendez, je trouve ouais, les myriades en fait, les myriades de dieux se réunirent en fait pour discuter comment il fallait la faire sortir du grotte et tout. Et donc ils décidèrent alors d'accomplir un rituel impliquant une danse grivoise et des rites tumultueux. Amaterasu, en fait, bon, je vais expliquer avec mes propres mots, ce sera plus simple. En fait, il y avait une déesse qui s'est mise à danser. Et comme elle était curieuse, en fait, ils étaient là à jouer de la musique, tout ça et tout. Et elle voulait savoir, en fait, ce qui se passait à l'extérieur. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils ont réussi à la faire sortir de la grotte et tout. Donc... ouais, et après, quand elle est sortie de la grotte, bah, ils l'ont attrapée pour qu'elle ne retourne pas là-bas. Comme ça, il y aura le soleil. Ouais, qu'est-ce que je voulais rajouter aussi? C'est que la déesse Amaterasu, bah, comme la princesse Kaguya, elle a été représentée, en fait, sa légende a été représentée dans plusieurs trucs, comme Naruto. Dans Naruto, ils en parlent aussi. Même de Susanoo, par exemple. Oui, de Sasuke, tout ça et tout là, donc voilà. Donc ouais, donc c'était intéressant d'en parler. Et puis voilà. Voilà. C'est vrai que les Japonais, ils aiment bien reprendre des légendes pour les ancrer dans un contexte totalement différent. Ouais. Mais d'ailleurs, mon sujet va me permettre de parler de ça, parce que justement là, je vais parler de yokai. Alors le yokai, si vous voulez, ce sont des sortes de démons, des esprits malicieux. Bon, il y en a qui sont plutôt inoffensifs, mais ils aiment bien faire des blagues et tout ça, mais il y en a aussi qui sont très dangereux et porteurs de malédictions, etc. Donc il faut savoir que les yokai sont des types de créatures surnaturelles dans le folklore japonais.
Comme je l'ai dit, ce sont souvent des esprits malfaisants. Bon, même s'il y en a qui peuvent ne pas trop vouloir porter atteinte ou bien nuire aux humains. Donc, le mot yokai est composé des kanji, donc, qui signifie attirant, ensorcelant ou calamité. Et aussi, il y a le fait qu'on parle de mystère, parce que même si on en parle, même si au Japon, ainsi qu'en Chine aussi, parce qu'il faut savoir que au temps encore plus ancien, ça avait commencé par la Chine, ces histoires-là. Ouais. Mais il faut savoir que ça reste un mystère, étant donné qu'il y a eu des tas de tableaux, des tas d'œuvres, des tas d'histoires sur ça. Mais on n'a pas vraiment de traces exactes sur leur existence. Donc, c'est-à-dire que même aux temps anciens, je sais que par exemple pendant l'époque Edo au Japon, les habitants se posaient la question de est-ce que ces esprits-là existent vraiment? Est-ce que ces créatures surnaturelles existent vraiment? Donc on en a fait des êtres malfaisants, des légendes, des créatures qui peuvent... parce que je sais qu'il y a un yokai par exemple, c'est un yokai qui est en forme de mur, parce qu'il faut savoir qu'ils ont différentes formes. Il y en a qui vont avoir des formes d'animaux, comme par exemple le kappa qui a plutôt une forme de tortue et tout. J'avais même vu un film d'animation sur un kappa. Et ici, ils n'ont rien au milieu de la tête, c'est assez drôle. Mais ils sont aussi très dangereux parce qu'en fait, ils pouvaient aussi dévorer des humains et tout, ils pouvaient les déchirer des membres et tout, donc il reste des créatures apparemment très dangereuses. Je sais qu'il y a des yokai qui n'ont pas vraiment de forme, donc on va avoir des caractéristiques sur eux, par exemple, si par exemple la femme ne nettoie pas bien sa maison, ben en fait il y a un yokai qui peut venir et qui peut être là à manger toutes les microbes qui traînent, toutes les saletés qui traînent. En gros, elle, ben, sa punition serait qu'elle débarque dans sa cuisine et qu'elle voit une créature tellement malfaisante qui lui fait tellement peur et tout, alors que le yokai il est juste là pour manger la merde qui est là quoi. Ouais. Après il y a aussi le yokai mûr, comme j'ai dit. Le yokai mûr par exemple, c'est un yokai qui en fait il va agir sur toi par rapport à si t'es stressé, si t'es en colère, si t'es pas dans un très bon mood. Il ressent l'émotion. Voilà, il ressent ton émotion. Il va tu vas marcher par exemple dans la rue apparemment, lui il va débarquer et en gros il va te bloquer le passage. En gros pour le faire partir, il faudrait s'asseoir, l'ignorer pendant un moment et après il part faire chier quelqu'un d'autre. Voilà, donc ça c'est drôle. Après il y a aussi des yokai beaucoup plus terrifiants. Par exemple, il y a un yokai, c'est comme une sorte d'ogre qui vient des montagnes et celui-là il fait vraiment peur apparemment parce qu'il a une énorme bouche, il est constitué de différentes couleurs et ce sont des types de yokai qui peuvent en gros faire du mal aux humains. Donc comme je l'ai dit, il y a vraiment différents types. Ouais, mais après, parle aussi des yokai qui sont belles quoi, genre tu les regardes, voilà, donc je vais venir sur ça parce que ces yokai là en fait ce sont voilà, les kitsune, donc ce sont des démons renards. Ce sont par exemple des yokai qui peuvent justement se transformer. Tout à l'heure j'ai vu un terme vraiment très intéressant par rapport à ça, parce que ce sont des yokai qui ont la particularité de se transformer en humain. Donc souvent en femme humaine ou bien en enfant humain. Mais la plupart du temps, ce sera en femme humaine dans le but de séduire, séduire et tout ça. Et par exemple, j'avais une liste des différents types de yokai qui pouvaient faire ça. Il faut que je retrouve juste la liste. Voilà. Donc on les appelle les Henge. Ce sont des yokai qui ont la particularité d'avoir une forme humaine. Donc la plupart du temps, qui s'incarnent en femme. Donc... ils ont souvent aussi des caractéristiques d'animaux. Là, j'en ai quelques exemples. Il y a le tanuki qui est un chien vivant. Il y a kitsune dont on a parlé, des mon renard. Il y a le hebi qui est un serpent. Le mujina, un blaireau. Et le bakeneko, un chat. Mais les chats, ils sont un chat malicieux. Voilà, des chats malicieux, assez mignons, mais quand même assez diabolitants aussi. Donc après, il y a aussi des yokai qui font plus peur, comme le Sushigumo ou le Jolo Gumo, qui sont des yokai à forme d'araignée. Donc je sais que ces yokai-là, merci, je ne vais pas les voir parce que je déteste les araignées. Après, il y a les Inugami, qui sont des yokai à forme de chien. Donc il y en a vraiment différents types. Et le yokai dont je parlais tout à l'heure, celui qui a l'aspect d'ogre, c'est en fait un oni. Donc c'est une sorte d'ogre descendant des montagnes, habituellement décrit comme ayant une peau rouge, bleue, marron ou noire. Il a aussi des cornes sur la tête pour vous dire à quel point ça fait flipper en fait. Ça fait démon en fait. Et voilà, et il a une large bouche remplie de crocs et
il est juste vêtu d'un pagne en peau de tigre. Donc celui-là, en fait, c'est le yokai que si tu le vois, tu vas juste dire c'est un démon, tu vas courir, tu ne chercherais même pas à comprendre. Donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ils ont des pouvoirs surnaturels. Donc, il y en a, leur pouvoir, ça s'arrête à tout ce qui est tâches domestiques. Il y en a, leur pouvoir, ça s'arrête à, par exemple, faire peur aux humains vite fait. Il y en a, leur pouvoir, en fait, ça va consister à vraiment maudire les humains. Donc, voilà. Je voulais en parler parce que moi, j'aime bien tout ce qui est surnaturel et tout ça. Ouais. Les trucs sur les démons, les esprits malfaisants et tout. Voilà, les trucs de légende et tout. Après, il y a des gens qui y croient parce que, par exemple, je sais qu'il y a un photographe français qui était parti au Japon. Il voulait partir dans un endroit où il n'y a pas eu beaucoup de gens qui sont partis là-bas. Donc, il s'est retrouvé dans un village japonais et il a appelé sa période là-bas le village des démons. Donc en fait, il est parti dans un village qui apparemment croit énormément à ces histoires de yokai. Ils ont même fait des tas de représentations des yokai. Je sais que des fois, il y a même des cultes par rapport à ça. Donc en gros, c'est par exemple, il faut faire attention, si tu ne veux pas que tel yokai s'en prenne à toi, non, il faut faire ceci, cela, bref. Il y a plein d'histoires qui tournent autour de ça, donc c'est vraiment très intéressant. Après là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'il y a énormément de choses à dire. Ouais, il faut aller sur Internet. Il faut aller se renseigner sur Internet, se documenter et tout, mais en tout cas, c'est vraiment très très intéressant. Il y a plein de livres aussi sur les yokai. Il y a plein de livres sur les yokai et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut savoir que les yokai sont énormément représentés, que ce soit dans les médias, au niveau des jeux vidéo, des mangas, des animes. On met beaucoup de yokai. Et il faut aussi savoir que la princesse Mononoke, en fait, elle aussi, on s'est inspiré de yokai pour parler d'elle. Vous voyez dans la princesse Mononoke, Inuyasha aussi, oui, Inuyasha aussi, tout ça. En fait, c'est vraiment ancré dans leur culture, les trucs médias et tout ça. Et dans princesse Mononoke, il y a des yokai, quand j'avais regardé, je les trouvais assez mignons. En fait, ce sont les yokai tout blancs là. Oui, là. Bon, en fait, eux, ce sont des yokai assez inoffensifs. Ce sont des esprits des arbres. Donc, en fait, en gros, dans la croyance japonaise, on dit qu'il y a certains arbres qui ont des âmes. En fait, ces yokai tout mignons là, ben, en fait, ce sont eux qui représentent les âmes de ces arbres là. Vous voyez? Mais c'est pas tous les arbres qui ont des âmes. Et il est aussi dit qu'apparemment ce sont les anciens qui peuvent reconnaître les arbres qui ont des âmes. Et les arbres qui sont dotés d'âmes, il ne faut pas les détruire. Parce que sinon ça peut apporter des malédictions dans le village, etc. Donc voilà pour ma part pour les yokai. Ok. Bah, on continue avec la deuxième partie de Miko. C'est ça. Moi, je vais vous parler du japonisme. En fait, le japonisme, c'est un mouvement artistique qui a été créé en France dans les années 1860. En fait, ça a suivi l'ouverture du Japon au monde. Parce qu'il faut savoir que le Japon, avant l'ère Meiji, était très fermé au monde. Très peu de personnes pouvaient y accéder. Et quand on y accédait, on était très vite reconduit. Parce que si ce n'était pas dans un contexte commercial, le Japon n'ouvrait pas ses frontières. Donc... le japonisme, c'est un Français qui s'appelle Philippe Burti qui a créé ce nom lors de la Renaissance littéraire et artistique. En fait, c'était un critique d'art. Et l'ouverture du Japon au monde a donné la curiosité aux auteurs comme Émile Zola, aux artistes comme Van Gogh et d'autres artistes européens de s'intéresser à la culture nippone. Parce que les objets comme, par exemple, les objets tels que... Excusez-moi. Les objets... Pas de soucis, tout ne peut pas être... En fait, voilà, c'est ça. Les porcelaines, la peinture japonaise, les lacs, c'est des œuvres artistiques qui ont vraiment fasciné ces auteurs-là. Donc, c'est pourquoi le japonisme a été un mouvement qui a été... qui a été reconnu en 1921 lors de l'estampe japonaise et la peinture en Occident dans la seconde moitié du 19e siècle par Henri Francillon. Donc voilà, on peut voir les œuvres comme La courtisane de Vincent Van Gogh, Girl in a White Kimono par George Hendrik Breitner, en 1894. C'est tous deux des artistes allemands, mais il y a eu aussi Émile Zola qui s'est inspiré du japonisme dans certains de ses livres. Et voilà, le japonisme c'est un mouvement qui a duré 40 ans.
Donc ça a commencé vers les années 1860, on peut dire plutôt 1870-80, parce que ça a été d'abord reconnu en 1860, mais ça a vraiment été abordé en 1880 jusqu'à le début de la Première Guerre mondiale. Après, par la suite, les événements historiques ont fait que ce mouvement a été laissé de côté, et aussi la mondialisation a fait que les artistes français, européens et ceux du monde entier se sont intéressés à d'autres cultures comme la culture américaine ou la culture africaine, par exemple en découvrant certaines œuvres africaines pour les divers musées. Il y a un musée qui a été créé en France qui s'appelle le musée Guimet en honneur de Guimet, puisqu'en fait Guimet était un voyageur qui avait fait de nombreux voyages et il était parti au Japon et il avait fait énormément de récits concernant le Japon, des articles de presse, et par la suite les Français se sont vraiment intéressés sur la culture nippone, d'où la raison pour laquelle ils ont ouvert le musée artistique Guimet qui est à Paris. Voilà. Donc pour moi c'était intéressant de parler de ça parce que même jusqu'à de nos jours, le Japon est très ancré en France. Il faut savoir que la France est le deuxième pays, enfin le premier pays au monde, hormis le Japon, qui s'intéresse à la culture nippone, pardon, de par les mangas ou d'autres aspects. Donc pour moi c'était important de rappeler que historiquement parlant, le Japon a donné sa patte dans l'art français, les peintures françaises, l'écriture française, et le Japon c'est un pays qui nous invite au voyage, à de nouvelles perspectives. Donc voilà pourquoi ce mouvement a été créé et a été reconnu. C'est un mouvement artistique qui est ancré dans la carte historique des mouvements d'art et littéraires. Donc voilà. C'est très bien en plus. Ouais. Donc, est-ce que vous connaissez le japonisme, sincèrement? Non, moi j'en avais pas entendu parler. Moi, un peu quand même, parce que par rapport à mes études littéraires, tout ça, donc par rapport à Émile Zola, comme tu as dit. Oui, c'est vrai. On a appris ça. Et moi, pour continuer avec mes sujets, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous savez qu'il existait des femmes samouraïs? Moi je savais, mais je me suis jamais vraiment penchée sur le sujet. Je connaissais deux, trois romans que j'avais lus par-ci par-là, mais le sujet en lui-même je ne le connais pas profondément. Comme toi, moi je ne m'y suis pas vraiment intéressée en fait. Oui, il existait bel et bien des femmes samouraïs au Japon et on les appelait les Onna Bugeisha. Donc tout le monde connaît en fait les samouraïs, tout ça et tout. En fait, dès qu'on dit samouraï, on pense direct aux guerriers, en fait, les hommes. On ne pense pas vraiment aux femmes. Pourtant, il y avait vraiment des femmes samouraïs. Au Moyen-Âge japonais, il y avait une classe de guerrières, en fait. C'était des nobles qui ont appris la technique du combat comme les hommes, en fait. Et elles s'appelaient les Onna Bugeisha. Donc, elles étaient formées à utiliser des armes pour se défendre parce que pendant la guerre, les hommes ils partaient faire la guerre. Donc, les femmes, en fait, elles devaient rester à la maison, mais elles devaient aussi apprendre à se défendre au cas où on venait les attaquer directement, en fait. Donc, c'était pour ça, en fait, qu'elles ont été formées, tout ça, les Onna Bugeisha. Donc, elles étaient principalement des femmes au foyer, en fait. Ce n'étaient pas des femmes qui travaillaient, tout ça et tout. Cependant, en fait, elles devaient être en mesure de défendre leur territoire, comme j'ai dit, quand les hommes, ils n'étaient pas à la maison. Donc, en fait, elles, plutôt que le katana, parce que les samouraïs, en fait, ils utilisent les katanas, tout ça, mais elles utilisaient le nagita. En fait, c'était une arme dotée d'une lame de taille moyenne. C'était pour avoir une proportion par rapport à leur corps. Oui, voilà, c'était par rapport à ça. Donc, c'était très utile pour elles, en fait, au combat et tout. Parce que les katanas, c'est vraiment long, c'est lourd aussi. Ouais, donc voilà. On n'a pas la même corpulence que les hommes. Ouais, et donc, parmi ces femmes samouraïs, en fait, il y en a en fait dont l'existence a vraiment été prouvée en fait qu'elles existaient vraiment. Ouais, c'était pas une mythe en fait comme les yokai, les légendes et tout, parce qu'il y a des légendes qu'on peut pas affirmer et tout, mais les femmes samouraïs, elles ont vraiment existé. Donc parmi elles, il y en a une qui s'appelle Tomoe Gozen. Tomoe, ça me dit quelque chose. Voilà, c'est pas dans Naruto. Je sais pas, mais il y a pas dans un manga où ils ont mis ça parce que dans Naruto, Tomoe c'est par rapport au Sharingan, puisqu'il y a 3 Tomoe dans le Sharingan. Mais Tomoe Gozen, c'est, je sais pas, ça me dit quelque chose.
peut-être qu'ils en ont parlé dans un manga ou un truc comme ça. Et donc, il y en a une autre qui s'appelle Ojo Masako. Et la plus récente, en fait, c'est Nanako Takeko. En fait, elle est morte à seulement 21 ans. Et elle, j'ai trouvé une image que je mettrai pendant la vidéo, tout ça, je mettrai sa photo et tout. Elle était vraiment jeune et elle était sublime, hein. Elle était belle, franchement, elle était très très jolie. Donc voilà. En fait, cependant, l'importance de ces guerrières en fait a diminué en parallèle avec le déclin en fait des samouraïs. Genre quand les samouraïs hommes, quand leur truc a, voilà, après la guerre, je pense que ça s'est arrêté en fait. Ouais, il y avait de moins en moins besoin de samouraïs. Ouais, de samouraïs, tout ça. Donc, comme ils n'avaient plus besoin des hommes, bah, elles aussi, ils n'avaient plus besoin d'elles. Donc, ça s'est aboli comme ça, on va dire. Naturellement. Ouais, petit à petit, comme ça. C'est vrai, des mouvements comme ça, plus les gens ils vont avoir besoin d'eux, plus ça va se propulser. Et moins on aura besoin d'eux, moins ça va... Ouais, c'est comme en France hein, ou dans tous les autres pays, par exemple, avant le service militaire, comme on savait que la guerre c'était une nécessité, c'était présent, ouais. Bah, on était là à fond sur le service militaire, sur la formation des hommes au combat. Ouais. Maintenant, le service militaire, on peut, bon, c'est la journée d'appel. Hein. Ouais. Dans certains pays, c'est encore pratiqué. En plus, c'est nul la journée d'appel, hein, c'est pareil, bon. On nous apprend pas grand chose. Ouais, on nous apprend. Moi, par exemple, quand je venais d'arriver et tout, et que j'avais entendu parler de la journée d'appel, parce que moi j'aimais trop, genre je me disais je vais partir, je vais faire comme les militaires, tu vois, genre ils vont te faire des épreuves de ouf et tout ça, c'est quand même, si tu vis ça en une journée, genre te mettre dans la peau d'un militaire, bah c'est pas quelque chose que tu oublies facilement. Vrai, hein. Mais à ce qui paraît, on va juste te donner, te faire une dictée, des questionnaires, tout ça et tout. On nous fait un test de français. Ouais, par contre, il y a un truc qui est super bien, c'est on nous apprend à faire les premiers secours. Parce que moi je me souviens que j'avais eu mon diplôme de premier secours au collège aussi. C'est important. Moi je l'ai pas vu au collège, je l'ai vu vraiment à la journée d'appel. On nous avait donné un diplôme de premier secours, on nous avait fait un entraînement sur un mannequin et franchement j'avais bien aimé. Ouais, ça c'est bien, c'est bien. Oui. Donc toi tu vas parler de quoi là? Alors là du coup moi je vais parler de la musique japonaise. Donc il faut savoir que dans la musique japonaise il y a vraiment différentes thématiques. Donc il y a le jazz, je sais que par exemple le jazz à une époque où il y avait des conflits, des histoires d'occupation américaine, etc. etc. Je sais qu'il y avait des chanteuses de jazz, des chanteuses et des chanteurs qui chantaient en gros pour distraire un peu, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, on a dû arrêter le jazz. Et au fil des années, il y a eu justement le mouvement de la J-pop. Donc la J-pop fait partie intégrante de la culture japonaise. Elle est utilisée partout, mais quand je dis partout, c'est vraiment partout. Donc dans les animes, dans les magasins de publicité, dans les films, les émissions, radio, tout ce qui est télévisuel et jeux vidéo, c'est vraiment partout. Et ce sont des chansons que certaines personnes ne vont pas forcément apprécier, parce que je sais que nous par exemple on est à fond sur tout ce qui est anime et tout. Là je vais parler des animes justement parce que c'est dans les animes qu'on peut surtout entendre ça. Moi j'ai découvert tout ce qui est les génériques de Naruto, c'est les meilleurs. La J-pop, moi par exemple j'ai découvert ça en regardant des mangas justement. Même quand on était au Sénégal, quand on regardait des mangas, avant même de connaître vraiment ce mouvement là, on entendait ça à travers les animes et tout. Et donc les animés ce sont des animations japonaises, c'est comme tout ce qui est Marvel et tout, mais voilà c'est plutôt japonais. Et en gros la J-pop c'est un mouvement qui va mélanger tout ce qui est R&B, de la pop, du rock aussi, parce qu'il y a vraiment différents génériques de Death Note. Ouais, Death Note et aussi l'autre là, comment ça s'appelle? Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul. Ouh, j'adore. Ma petite sœur était là. J'adore. Parce qu'en fait, la J-pop, c'est un genre musical qui permet vraiment de s'évader, mais dans tous les sens du terme. Il y a de tout. Parce que je sais que dans, comment ça s'appelle, Vampire Night, par exemple, il y a la chanson là où on dit I miss Alice.
Vraiment, on va trop rentrer dans les détails. Mais en gros, il y a de tout. Il y a la musique qui va hyper vite, la musique qui est toute douce, ensorcelante et tout, la musique qui est là en mode mystère, et aussi le chant des rêves. Ouais. Les deux musiques dans l'anime, le chant des rêves, mais ces musiques-là sont magnifiques. Moi, j'adore ça. Après, il y a des gens, ils aiment pas parce qu'ils disent oui, non. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager la vidéo. On espère vraiment que vous avez aimé, apprécié surtout ce contenu parce que ça nous a pris beaucoup de temps et ça nous tenait à cœur pour le faire. Donc, eh bien, on espère que vous aurez passé un bon moment, que vous avez bien enjoy nos explications, les anecdotes, les histoires, les légendes et tout ça. Parce que, bon, c'était pas non plus facile parce qu'il y avait certains termes. Par exemple, quand on était au collège, lycée, on était à fond dans les mangas, donc on arrivait à parler facilement le japonais par rapport aux mangas, aux animes et tout, justement. Mais après, on a perdu un peu cette habitude-là, donc il y avait certains termes, c'était un peu chaud de les prononcer, donc on s'excuse par avance. Mais bon, par rapport au japonais. on sait comment dire. Au revoir. Sayonara. And time waits for no one. Yes.